pour mes chers collègues, c'est-à-dire moi-même, à 7 heures. Nous achevons nos auditions du jour en s'intéressant au secteur de la mode et en recevant, alors je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, mais ça devrait aller, Ekaterina Oziganova, présidente de l'association Modello, et Madame Juliette Albou. C'est bien. Maître Juliette Albou, pardon. Je voyais un ME là. Monsieur James Jam aussi. Ok, pardon. Chabert, président de l'association Casting Info Service et du syndicat des mannequins professionnels associés à Paris. Maître Mickaël, alors là c'est en fin de soirée comme ça, c'est Ingevian Sika. Allez-y. D'accord. C'est bien ? Ok, bon. Membre de la commission jeune de l'association. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, mais aussi de la mode et de la publicité. Ces secteurs partagent hélas beaucoup de facteurs de risque avec celui du cinéma et du spectacle vivant, et nous souhaitons vous entendre pour faire un premier état des lieux des violences dans le secteur de la mode. Alors je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous donner la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, nous allons faire je vais vous inviter un par un à lever la main droite et à dire « je le jure ». Donc, vous activez votre micro. On va commencer par Madame Oziganova et puis vous recoupez votre micro et pour la personne suivante. Je le jure. Merci. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Voilà. Et j'avais oublié de présenter monsieur aussi Valentin Sénez. Alors, je vous donne la parole pour un propos liminaire. Qui veut commencer ? Vous êtes répartis, on commence dans ce sens, ça vous va ? Ça vous va ? Ok, allez-y. Et monsieur Sénez, vous avez laissé votre micro ouvert. Attendez, bougez pas. Voilà. Je crois que Madame la Présidente, elle n'est pas présente. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir convoqué en ma qualité de présidente fondatrice de l'association Modello à cette commission d'enquête relative aux violences commises dans divers secteurs culturels et notamment le secteur de la mode. Je me réjouis donc aujourd'hui d'avoir à mes côtés Maître Juliette Albou, avocate au barreau de Paris et membre historique de l'association intervenant en qualité d'experte sur les questions juridiques. Et à titre liminaire, j'aimerais faire une brève présentation de l'association Modello et de nos principales actions et souligner l'importance que représentent à nos yeux les travaux de la Commission pour le milieu aussi opaque que la mode. Modello est la première association française de défense des droits des mannequins qui a été créée en décembre 2017. Nous avons pour objet de réunir, de soutenir et de défendre les mannequins qui exercent leur activité en France, ainsi que de promouvoir un comportement professionnel éthique dans le milieu de la mode. Notre association s'est développée à partir d'un constat qu'il n'existait pas en France de structure qui aurait permis de fournir des informations et un accompagnement juridique, économique ou social adapté aux mannequins. Pourtant, l'industrie de la mode occupe une place très importante dans l'économie française et le capital symbolique français. Ce constat nous a conduit à rédiger le manifeste afin de coucher sur le papier tous les constats que nous avons pu faire à travers l'exercice de ce métier. Le manifeste a été mis à disposition des signataires en 2017 en langue française et anglaise. Il est consultable sur notre site et il a été signé par plus de 300 acteurs du milieu. Il nous semble que permettre aux travailleurs, aux mannequins, de naviguer ce métier de façon transparente, de connaître à l'avance ses aléas est d'une importance primordiale. Et c'est ce à quoi nous souhaitons parvenir à travers nos activités. Ces derniers incluent notamment le travail de terrain avec des mannequins, des professionnels du luxe et diverses institutions, le soutien juridique que nous apportons d'une part avec de l'aide des avocats exerçant au barreau de Paris et d'autre part avec un pôle d'aide juridique gratuite qui a été créé avec un partenariat avec la clinique juridique de l'école de formation des barreaux de Paris en 2020.
La mission éducative, à travers la participation à divers séminaires et formations au sein des grandes écoles et des universités à destination de futurs travailleurs de la mode, mais aussi des professionnels de droit. Le travail de recherche et d'analyse que nous conduisons aux côtés de l'anthropologue et chercheuse, autrice du livre Le plus beau métier au monde, Giulia Mencitieri, et Dr Nicolette Bogart, ancienne mannequin internationale, pharmacienne et autrice du livre The Fashion Industry and Eating Disorders, The Dangers of the Catwalk, qui vient de soutenir sa thèse, qui porte justement sur des questions relatives aux facteurs de risque pour le développement des troubles de comportement alimentaire parmi les mannequins. Et enfin, le travail de sensibilisation, ce travail est très important. Nous œuvrons auprès des médias et les interventions publiques, comme nous avons eu déjà le plaisir d'intervenir auprès de la délégation aux droits des femmes au Sénat. C'est bon de mon côté. Je vous remercie. Vous voulez compléter? Vous n'êtes pas obligé, hein, le propos liminaire, c'est juste, sinon je passe la parole à Monsieur Chabert. Donc, je suis James Chabert, je suis président de l'association Casting Info Service, association qui a été créée en 1999 avec un ami comédien, William Duval, et cette association à l'époque s'appelait Stoppons les arnaques au casting. Elle a toujours pour but de dénoncer les voyous du spectacle, comme je les appelle, dans tous les milieux du spectacle. Et je suis notamment donc président du syndicat des mannequins professionnels associés, non affilié à EFO. Alors je vais tout de suite préciser une chose, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. J'ai repris les rênes du syndicat des mannequins en 2004, suite au décès de Madame Servan Sherwatt. Ce syndicat à l'époque était végétatif et il ne se passait plus rien. Alors j'ai été amené à m'inscrire à la FASAP et j'ai été donc membre, et nous avons décidé, si j'étais président de ce syndicat, que nous allions nous désaffilier de cette centrale. Donc voilà, donc il y a 2 syndicats des mannequins professionnels associés, qui a toujours pour but donc de défendre les mannequins. Et je vais aussi insister sur une chose, c'est tous les métiers du spectacle que nous tentons en fait de nettoyer les écuries d'Augias. Donc depuis maintenant 26 ans. J'ai 52 ans, c'est pour moi une vie entière. Nous faisons donc du signalement sur l'article 40, et j'ai apporté des cas bien précis. Et vous dire là où il y a un problème, parce qu'il y a des problèmes, et je dois faire ce retour d'expérience auprès de vous pour comprendre ce qu'il se passe. Nous ne faisons pas que des signalements sur l'article 40, nous faisons aussi donc des procès. J'ai compté le nombre de procès, juste une dizaine en 25 ans, c'est peu. Mais pour en avoir une dizaine, il a fallu on a envoyé pas mal de plaintes. Voilà, donc je suis accompagné d'avocats. Moi, je suis venu aujourd'hui avec un qui est devenu un ami, et puis avec Valentin qui vous expliquera son histoire et qui rejoint donc la commission jeune de notre association. Nous avons eu un temps très fort en début de notre existence en 1999. C'était la période aussi du tout top modèle, où on parlait beaucoup des mannequins. Il y avait une série à l'époque qui était plutôt très sympathique. Et puis l'avènement de la télé-réalité, où tout le monde voulait devenir connu. Son quart d'heure de gloire. Et on a vu, vague par vague en fait, parce que tout cela est par vague, de nombreuses arnaques. Et je ne ferai pas hors sujet, puisqu'on est ici réunis autour de cette thématique des violences sexuelles faites dans les métiers donc, de la mode et du spectacle en règle générale. Mais je vais aussi insister sur l'aspect arnaque, l'escroquerie financière, qui est aussi un marchepied pour demander toujours plus derrière l'agression sexuelle. Ça peut arriver sur l'agression sexuelle et le viol. C'est pas automatique. Donc, vous dire que je n'ai pas ce discours aussi extrémiste, genre ils sont tous pourris dans le milieu du spectacle. Il y a des gens qui sont venus pour de bonnes raisons, et malheureusement d'autres qui ne sont pas venus pour de bonnes raisons. Je tiens aussi à dire maintenant que j'ai suivi les débats. On a très peu parlé des débutants qui ne rentrent dans aucune case. Et je vous donnerai des cas concrets.
de ce que je vous dis, pour être réellement dans la réalité et non pas dans le spéculatif. Donc, vous me permettrez donc de parler non pas que du métier de mannequin, mais tous les métiers. De toute façon, les métiers sont connexes aux uns et aux autres. Donc, il n'y aura jamais de hors-sujet. Je pense avoir fait le tour déjà dans un premier temps. Je laisse la parole à mes camarades. Merci. Monsieur, allez-y, comme vous voulez. Hein. Monsieur Valentin Sénez, alors pour votre témoignage. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la Présidente pour cette invitation, et également Monsieur Erwan. Je n'aurais jamais pensé témoigner devant les députés à l'Assemblée nationale. Je m'appelle Valentin Sénez, j'ai 30 ans, et en 2015, à l'époque, je viens d'avoir 21 ans. J'habite le nord de la France. Je suis étudiant en 2e année de droit et mon oncle Patrice m'offre un book photo car il sait que je rêve secrètement d'être acteur. Je ne connais rien au monde du cinéma. C'est juste que c'est un milieu difficile d'accès. Alors je suis le premier étonné quand un après-midi, je m'en souviens encore comme si c'était hier, quand mon oncle m'appelle pour me dire que mon book photo a été repéré par une agence artistique de Paris, par le directeur en personne, l'agent de Jean-Claude Van Damme, de Sylvie Vartan et de tant d'autres. Je suis le plus heureux quand il me dit que le rendez-vous est déjà dans 2 jours, dans le 16e arrondissement de Paris, les beaux quartiers parisiens. Je me souviens encore de mon arrivée dans la capitale. Il faisait chaud, j'étais stressé de rencontrer cet homme important du monde du cinéma. Je n'ai pas peur car je suis avec mon oncle, et je me dis à ce moment-là que le destin fait bien les choses. Lorsque j'arrive dans la célèbre avenue Pierre Ier de Serbie, je comprends que l'agence se trouve dans un immeuble haussmannien. La porte du bureau s'ouvre, mon oncle le salue en premier, et je tends ma main, encore moite, en essayant de montrer que je ne suis pas impressionné d'être ici, mais je le suis vraiment. À l'intérieur, tout est comme je me l'étais imaginé. Sur les murs, des photos de stars du cinéma. À ma gauche, un bureau rempli de documents et à ma droite, 2 canapés qui se font face ainsi qu'un écran géant. Je suis surpris par le fait que l'agent nous reçoit justement dans les fauteuils et Patrice, mon oncle, prend la parole avec le côté businessman que je lui connais. Lui n'est pas intimidé. L'agent me demande alors de me présenter. Et je le regarde droit dans les yeux car je sais qu'une bonne impression se fait dès les premières minutes. S'ensuit alors tout un monologue de l'agent qui nous raconte sa vie. Des acteurs qui sont devenus de véritables stars grâce à lui. Il se vante même d'avoir recalé à l'époque Jean Dujardin, car celui-ci était arrivé en retard. Nous passons alors presque 3 heures à parler avec l'agent, quand il nous dit finalement qu'il accepterait de me représenter, de me faire rencontrer à des directeurs de casting, des réalisateurs, nous donner ses fameux contacts, comme il dit. Il nous invitera même à dîner le soir même au restaurant, juste à côté, et la soirée se passe à merveille. Il dit même à la serveuse que j'ai une gueule d'acteur. Je me dis à ce moment-là que tout est comme dans un rêve. Pourquoi moi ? Il nous invite à nous revoir dans quelques semaines. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, mon oncle lui envoie un mail présomptueux où il se permet de dire à l'agent que toute collaboration se fera uniquement à 3 et qu'il est mon représentant. Je me dis à ce moment-là que ça ne lui plaira pas. Et le lendemain, quand l'agent m'appelle, je me dis que j'avais raison. Il me dit que mon oncle est complètement fou et qu'il ne veut plus avoir affaire à lui. Que c'est dommage, car il aurait vraiment aimé nous aider. Je lui dis alors que mon oncle peut s'excuser et au tiraillement de ma voix, il me propose une solution. Il ne veut pas me laisser tomber et me dit que je ne devrais pas dire à mon oncle que l'on a eu cette discussion, de lui faire croire qu'il a décidé d'en arrêter là. En revanche, il me propose de venir à Paris, séjourner dans une chambre qu'il prête normalement à des amis, et qu'il me fera alors rencontrer des gens importants du cinéma. Je finis par accepter sa proposition et il m'envoie en mandat à la poste de l'argent pour que je prenne le train. Quelques jours plus tard,
Je me sens coupable et je dis la vérité à mon oncle. Il me dit de me méfier, qu'il a envoyé ce mail justement car il avait réfléchi et qu'il ne le sentait pas. Je connais les belles histoires de cinéma pour savoir qu'une carrière se joue toujours sur des rencontres. Quand j'arrive à Paris ce jour-là, avec mon sac, l'agent me dit d'attendre dans un café en bas, car il y a au bureau un casting en cours et que la personne n'est toujours pas arrivée. Il vient finalement me chercher et je me retrouve dans ce même bureau où les deux directrices de casting lui disent alors « Mais Patrick, comment tu fais pour les trouver ?» Elle me propose directement un casting pour un téléfilm sur France 2. Enfin, seul avec lui, il me dit qu'il y a une surprise, que nous dînons tout à l'heure avec une célébrité. Et je me dis alors que je suis le plus chanceux. Moi, le petit jeune du Nord, comment ai-je fait pour avoir la chance de me retrouver ici ? Nous partons alors promener ces deux airs d'altérier dans le quartier, et il me montre la tour Eiffel en me disant que c'est ici qu'il faut vivre pour réussir une carrière d'acteur. En rentrant de la promenade, je comprends alors que ce que je pensais être un bureau d'agent était en réalité plus que ça. Il me montre une porte qui s'achemine sur un couloir où se trouve salle de bain, toilette et bien sûr une chambre. Nous partons ensuite au restaurant et je dîne avec Yves Lecoq et son ami. La soirée se passe à merveille. Je me mets même à imiter quelques personnalités au cas où je finirais au Guignol de l'info. Quand nous rentrons au bureau, c'est à ce moment-là qu'il me dit que la chambre que je devais occuper n'est pas encore disponible, car ses amis ne sont pas encore partis. Derrière la porte, les chiens aboient, et je lui dis que le canapé fera l'affaire. Il me dit alors que ce n'est pas confortable, que je ne peux pas dormir là car il y a un rendez-vous très tôt demain matin. Et il me montre alors la chambre en me disant bien que chacun aura son côté du lit. Un lit king size, et fatigué de la soirée, je finis par accepter. C'est alors qu'en plein milieu de la nuit, les choses commencent à déraper et je ne sais pas si je peux en parler comme il s'agit d'une enquête judiciaire qui est en cours de... C'est en cours de... Votre avocat, c'est pas votre avocat? Non, d'accord. Alors, Effectivement, si nous on peut pas empiéter sur des affaires judiciaires. Donc, je crois que de toute façon, tout le monde aura compris la teneur de votre témoignage. Et je vous remercie sincèrement. Est-ce que Monsieur Maître voulait compléter ou... Je voulais surtout me présenter à la commission. Oui, je disais que je voulais surtout me présenter à la commission. J'ai eu le plaisir de faire une thèse en doctorat en droit qui avait pour sujet la condition juridique des mannequins. J'ai soutenu cette thèse en 1995, donc ça fait déjà un moment. Et c'était quelques mois après la mise en œuvre de la législation de 1990, qui est la première législation qui traite du mannequinat des agences de mannequins, et qui avait été suivie de décrets d'application en 1993. Donc vous voyez, la thèse que j'ai soutenue en 1995, j'étais vraiment le premier à écrire sur la question. J'ai eu ensuite, évidemment dans le cadre de mon activité professionnelle que j'ai démarré en 1996, un certain nombre de dossiers importants à traiter, qui étaient à la fois des dossiers, parce que je pense qu'on va en parler, on a en fait deux matières qui nous occupent. On a la matière qui est celle du droit du travail, puisque le mannequin est considéré comme un salarié. Il y a tout un tas de dispositions législatives, on en reparlera si vous voulez, qui sont très importantes, qui encadrent plein de choses. Et puis on a le droit pénal. Et j'ai un peu envie de dire que votre commission, elle se trouve à la lisière des deux. Parce que souvent, on vient pour travailler et on se retrouve dans une affaire pénale. Et c'est précisément, je pense, l'objet des débats, savoir comment ne pas basculer, que ce soit pour les interlocuteurs qui, eux, sont dans le métier, et les autres qui veulent en faire partie, comme ce jeune homme à côté de moi. Merci. Maître Albou.
Oui, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Quelques mots également. Je suis pour ma part avocate en droit du travail depuis 10 ans et j'ai accompagné quelques dossiers de mannequins et je connais bien l'association Modello, dont je fais partie par ailleurs. Juste un petit retour d'expérience. J'ai été très étonnée en fait quand j'ai découvert le statut juridique des mannequins sur l'aspect du droit du travail, puisque vous le savez peut-être, le Code du travail comporte une présomption de contrat de travail pour toute relation entre mannequin et agence ou utilisateur du travail de mannequin. Et en réalité, cette présomption est irréfragable à mon sens, puisque peu importe en fait le degré d'autonomie du mannequin dans la réalisation de cette prestation, on n'est pas du tout sur les définitions classiques du lien de subordination, mais on est sur une présomption irréfragable, à mon sens, de contrat de travail. Et en fait, cette situation, elle pose de nombreuses difficultés. Déjà, à ma connaissance, elle est unique. Enfin, encore une fois, j'ai peut-être pas fait le tour de toute la matière, mais en 10 ans, je n'ai jamais vu d'autres situations telles que celle-ci. Et je travaille notamment beaucoup pour les plateformes aussi, où il y a la question du lien de subordination qui se pose. Et là, on est dans une situation où on a une présomption irréfragable de contrat de travail. Donc, et on a par ailleurs des dispositions qui nous disent que le mannequin ne peut pas être auto-entrepreneur, puisque c'est une circulaire, il me semble, une circulaire qui prévoit que le mannequin français, en tout cas, ne peut pas travailler sous le régime de l'auto-entrepreneur. Donc, tout de suite, on se retrouve dans le contrat de travail. Or, le Code du travail est, à mon sens, tout à fait inadapté en fait à la relation particulière qui unit les mannequins et les agences. Ce cadre juridique inadapté, à mon sens, favorise des rapports qui sont des rapports de domination ou de contournement qui, en fait, donnent, à mon sens, lieu et ouvrent la voie à d'autres types d'abus. Donc on a déjà, dès le départ, juridiquement, un cadre qui, à mon sens, n'est pas adapté, qui favorise notamment le recours intempestif au CDD pour des mannequins qui travaillent pour des agences pendant 15 ans, qui place la mannequin ou le mannequin dans une situation de précarité et qui peut favoriser aussi d'autres types d'abus. Donc voilà, c'était pour un... Oui, pas. Dans la commission d'enquête avant la dissolution, on avait interrogé un certain nombre de syndicats de mannequins. Vous n'avez pas interrogé, mais on avait interrogé et ils nous avaient bien expliqué le fonctionnement. De ce que j'avais compris, c'est que l'employeur, l'agence de mannequins met à disposition d'un tiers le mannequin. Avec la question qu'on leur avait posée et que je vais vous reposer parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est non pas un angle mort de notre commission, mais quelque chose qu'on n'a pas encore peut-être suffisamment travaillé, approfondi. C'est la question justement des gens qui arrivent dans le métier, qui ne sont pas encore tout à fait dans le métier, et des gens de tous ces... Alors, on a vu les castings sauvages que ça pouvait faire comme dégâts. On a une question qui se pose juridiquement dans le cadre du droit du travail, c'est qu'avant la signature du contrat, pour les acteurs, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de lien de subordination, mais il y a quand même eu un début de travail. C'est-à-dire que le moment du casting est un moment de travail. Comment on peut mieux l'encadrer? Je sais qu'aujourd'hui, les agences de mannequins, il me semble, ont avancé un petit peu. Alors, j'aimerais avoir des témoignages là-dessus parce que il nous avait semblé qu'ils avaient fait une part du travail plutôt dans le bon sens et dans la protection des mannequins. Est-ce que vous avez un avis peut-être différent sur cette question-là? Moi, j'aimerais aussi avoir votre avis sur la question des castings sauvages. On a eu des exemples comme votre... alors là, on est encore à la limite, on n'est même pas dans un casting sauvage, puisque vous étiez dans un lieu qui normalement était sécurisant, puisque vous étiez normalement dans une agence. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui, allez-y, monsieur Chabert. Alors, en effet, casting sauvage, les recruteurs, connus du grand public ou non, on en parle depuis fort longtemps dans cette commission, et je vais insister sur tous les usurpateurs, en fait, recruteurs,
qui passe sous les radars depuis que le métier de spectacle existe, depuis que le cinéma est cinéma, depuis que le métier de mannequin est métier de mannequin. Ces gens passent sous tous les contrôles. Et là, notamment les agencies, qui ne sont pas contrôlées, qui donnent d'ailleurs une licence aux agences de mannequins. Alors, vous me dites si je me trompe, mais ce sont les préfets de préfecture. C'est particulier. Je pense que la loi de la décentralisation de 95 n'a pas fait que du bon. Nous devrions réinterroger les syndicats, voire les associations, donner non pas un blanc-seing, mais de dire, voilà, non, ce personnage pose problème. Ces recruteurs ne font pas partie donc d'annuaires professionnels. Ces gens-là posent problème. C'est la masse. Je veux bien qu'on parle, bien sûr, des agences de mannequins. Je veux bien qu'on parle des grands recruteurs, des agents, des grands producteurs, des réalisateurs. Mais il en arrive tous les jours des nouveaux producteurs, des nouveaux agents d'artistes. Bon, alors moi je connais des amateurs qui se conduisent comme des professionnels et des professionnels qui se conduisent comme des amateurs. Ce n'est pas pour autant que ces gens qui arrivent dans le métier du recrutement, je parle bien du recrutement, sont des escrocs ou des potentiels agresseurs sexuels. Il en existe des gens qui sont habités par la fonction et qui viennent, encore une fois, j'insiste, pour les bonnes raisons. Mais j'ai du mal aujourd'hui à me dire, mais on n'en parle jamais de ces gens. Alors les débutants, les débutants ont aussi leurs responsabilités. Juste avant de parler des débutants, parce que là, on a les agences. Les agences, elles ont des agréments aujourd'hui, contrairement au cinéma où pour être agent, il n'y a plus de carte professionnelle. Donc les agences ont un statut particulier, hein, qui, vous l'avez dit, c'est le préfet qui les délivre. Mais vous avez un métier que vous nous décrivez là, qu'effectivement on connaît moins, qui sont les recruteurs, qui ne sont pas des salariés des agences. Ou qui peuvent l'être, ou qui le sont, voilà. Mais expliquez-nous un peu le métier le métier ou la fonction de recruteur, comment ils fonctionnent, quel est leur statut aujourd'hui par rapport justement à ces agences. Alors moi, monsieur, je vais aborder en fait tous les sujets qui fâchent. Ces recruteurs qu'on ne connaît pas, qui se disent souvent donc des hommes, voire des femmes, mais à moindre mesure femmes de l'ombre ou hommes de l'ombre, qui recrutent pour des agences de mannequins. Encore une fois, qui les forme, qui les surveille. Alors je souhaite donner la parole à Michael qui va répondre sur cette question. Oui. Allez-y, et puis ensuite j'ai vu que vous vouliez aussi intervenir. En fait, très rapidement, lorsqu'en 90 on met en place la loi qui est celle sur les agences de mannequins, ce qui est intéressant, c'est que le même jour, vous avez la loi sur les agences de travail temporaire. Donc en réalité, le législateur met en place deux systèmes équivalents. Il y a la même chose, c'est-à-dire qu'il y a le contrat de mise à disposition dans le travail temporaire, où on va présenter quelqu'un pour travailler pour quelqu'un d'autre, et on a calqué le modèle de l'agence de mannequins sur le travail temporaire. Donc sur quelque chose qu'on connaissait, qu'on maîtrisait. Pourquoi on a mis ça sous le contrat de travail ? D'abord parce qu'il y avait des décisions de justice de la Cour de cassation antérieures à ce statut qui considérait que pour protéger entre guillemets le mannequin, il fallait bien qu'il ait un statut puisqu'il n'en avait pas. Et on avait dit, on va considérer que comme il obéit à un certain nombre de directives, on le place dans un contrat de travail. Et c'est comme ça qu'on a mis en œuvre tout ce système qui repose sur le contrat de travail. Alors je comprends les préoccupations de mon confrère, mais ça permet aussi de contrôler. Parce qu'il y a un code du travail, il y a ceux qui sont censés vérifier que ce code s'applique. C'est dans cet esprit-là que ça avait été fait à l'époque. Avec ses lacunes, on pourra en parler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la loi évolue, mais les escrocs évoluent aussi. Et moi, dans ma thèse à l'époque, j'expliquais que la lacune, et vous avez mis le doigt dessus, c'était ce qu'on appelait les scouts à l'époque. C'était les scouts. Je disais, c'est très bien, vous avez mis une législation en place sur les agences de mannequins, mais maintenant, ce sont les scouts qui vont dire qu'ils sont, eux, mandatés par des agences pour venir ensuite faire ce qu'ils ont à faire, essayer de vous prendre de l'argent dans un premier temps, peut-être autre chose dans un second temps. Aujourd'hui, on a eu cette évolution, et c'est les agents de casting.
Donc c'est même plus pour vous intégrer dans une agence de mannequins, c'est pour vous faire passer des castings. Et puis vous avez les agents d'influenceurs. Donc vous avez à chaque fois ce glissement qui est un glissement factuel sur lequel le législateur ou nous, praticiens du droit, on va se heurter, parce que les choses évoluent. Et on a toujours une lacune. La problématique, ça va être laquelle? C'est que si on veut mettre un frein, et je comprends votre préoccupation, parce que c'est l'objet de votre commission, si on veut mettre un frein, quelle que soit la loi qu'on va mettre en œuvre, et Dieu sait qu'en la matière, j'ai pris soin de faire quelques copies, il y a un certain nombre de textes pour les mannequins, il y en a même beaucoup, on a envie de dire. Si personne contrôle, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On peut avoir la législation la plus précise possible pour savoir qu'un enfant il va travailler le dimanche 2 heures en présence de ses parents, mais si personne n'est là pour contrôler, il ne se passera rien. Je crois, peut-être je vous dis une bêtise, mais sur les défilés, il y a 2 inspecteurs du travail. Vous vous rendez compte? Le nombre de défilés qui se passent à Paris pour contrôler le nombre de mannequins qui viennent de France, de l'étranger, parfois sans contrat, parfois avec une autre législation applicable. Bref, on peut effectivement se dire qu'on va avancer, mais la principale chose sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, c'est le contrôle. Le contrat de travail permet ce contrôle. La loi pénale permet aussi le contrôle quand elle a à s'appliquer pour des cas qu'on pourra évoquer. 2 questions. Vous voulez intervenir sur le sujet? Allez-y, je vous ai oublié. Et après, peut-être vous allez d'ailleurs répondre à ma question. Donc, vous posez la question, si je comprends bien, par rapport aux scouts, aux chasseurs de tête, en quelque sorte. Juste une petite remarque, on va dire, du milieu, du terrain, c'est que ce métier a beaucoup évolué également. Si on compare avec, par exemple, les années 90 ou même le début des années 2000, quand les scouts ils se déplaçaient réellement très très loin, de temps en temps, je sais pas, à l'autre bout de la planète pour trouver un mannequin justement et le placer dans une agence. Aujourd'hui, il suffit de passer par les réseaux sociaux et c'est vrai que souvent ça passe justement par Instagram par exemple ou par TikTok. On cherche les personnes, on leur écrit, on les contacte et les personnes se déplacent. Après, à mon sens, ce moment-là de purement recherche de nouvelles têtes, ça, c'est du droit commun. Ça, c'est hors le cadre en soi, hors du scope, si on se questionne vraiment, réellement sur le métier de mannequinat. Parce que je pense que c'est de l'escroquerie pure et dure, ça peut arriver, mais ça ne signifie pas que ça relève forcément de ce milieu-là. En revanche, si on parle de moment de casting, ce moment de casting, certes, il n'y a pas de loi qui l'encadre, et il n'y a pas ni de prestation de service, ni de contrat de travail à ce moment-là. En revanche, il existe un mandat civil de représentation qui est normalement déjà signé entre l'agence et le mannequin. Et c'est ce mandat civil de représentation qui est censé encadrer, donc garantir la sécurité de mannequin. Donc l'agence a déjà la responsabilité, même s'il n'y a aucune rémunération, parce qu'on considère qu'il est sans emploi à ce moment-là et qu'il est en train de démarcher pour trouver de l'emploi. Mais ce mandat-là est censé protéger le mannequin. Et donc je pense qu'il y a des moyens d'agir si réellement pendant le moment de casting, quelque chose se passe. Question, comment aujourd'hui on devient mannequin? C'est-à-dire là, aujourd'hui. Vous en avez parlé, il y a les réseaux sociaux, mais quels sont les autres moyens? En réalité, comment ces recruteurs recrutent? Il y a plusieurs moyens, je pense. Le plus répandu, ça reste quand même qu'on te découvre en quelque sorte. Donc soit on t'arrête dans la rue, soit on te trouve sur les réseaux sociaux et on te dit écoute, tu as un profil tel, est-ce que cela t'intéresse de rejoindre une agence? Il faut être sur ses gardes, certes, mais souvent la personne peut présenter quelques preuves à l'appui de ce qu'elle fait ou dire voici la carte, voici l'adresse de l'agence. S'il s'agit d'une grande agence, bon, c'est vérifiable. Réfléchis-y, viens nous voir. Si cela t'intéresse, on va faire des photos. Des photos, c'est vraiment des photos juste de visage, voilà, profil, face, un truc de base pour faire en quelque sorte une carte de visite de mannequin, dans un premier temps. Une autre solution, c'est quand les jeunes personnes souhaitent eux-mêmes rejoindre les agences. Dans ce cas-là, ils vont écrire sur les sites des agences qui, eux, souvent contiennent un champ contact, formulaire de contact, qui prévoit tout, les mensurations, taille, enterré, joignez quelques photos, etc. Et on va revenir vers vous si vous nous intéressez.
Et il y a aussi un moyen un petit peu plus, on va dire, ancien, il existe toujours des concours aussi de mannequinat. Ça peut permettre à certaines personnes, bon, c'est très rare, de percer, mais je pense que les 2 premières solutions sont plus répandues. Donc ça veut dire quand même, ça confirme bien qu'il y a justement un recrutement et qu'il y a des gens qui sont proactifs à la recherche de profils. Voilà. Est-ce que ces gens-là respectent... on voit des mannequins très jeunes. On avait eu des garanties quand on les avait interrogés. On avait interrogé aussi les financeurs, les grosses entreprises. Hein. On les avait tous quasiment, voilà. Eux, ils nous ont dit que sur les défilés aujourd'hui, il n'y avait pas une mineure qui n'était pas accompagnée par quelqu'un sur les grands défilés. Est-ce que vous nous confirmez ça? Et l'autre question, c'est est-ce que ces recruteurs recrutent des mineurs? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu récemment, il me semble que c'était entre 2021 et 2023, une affaire qui traitait justement de recrutement dans les camps de réfugiés à Koukouma par grande agence française, grande agence parisienne. En soi, j'y vois pas de mal, parce que si c'est un recrutement, on va dire, normal, clean, qui mène à ce que la personne change de vie, change de paradigme et parvient à travailler, c'est une chose. Mais ce recrutement-là, il se passait dans des conditions, on va dire, plus ou moins correctes. En effet, les agences avaient recours à des recruteurs sur place. Souvent, ils se déplaçaient quand même. Ils envoyaient quelqu'un de l'agence pour apprécier, on va dire, les nouveaux recrues. Ils sélectionnaient un certain nombre de jeunes personnes. Ensuite, ils leur faisaient des visas et ils venaient en France. Seulement, on va dire, le recruteur, souvent local, mais aussi les recruteurs des agences européennes, leur faisaient croire que si tu viens, ça signifie que tu auras du travail. Donc, en fait, il y avait une sorte de promesse de travail qui était émise. Seulement, quand ils se retrouvaient sur le territoire européen, ils se rendaient compte qu'il n'y avait rien de garantie, ce qui signifiait qu'ils pouvaient rester ici une semaine et ensuite être renvoyés dans le camp avec une dette. Une dette qui était une dette de déplacement, visa, frais de logement, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est une autre question. Une question sur laquelle Model se penche surtout, c'est les questions d'endettement des mannequins, justement, qui résultent souvent de ce genre de pratiques. Mais ça résulte aussi dans le cadre de mandat civil de représentation, dans le sens où quand un mannequin est déjà activement en train de travailler avec l'agence. Pour avoir des précisions, cette dette, c'est parce que ces personnes se sont endettées pour venir, c'est-à-dire que les gens qui ont été les chercher ne les ont même pas, les ont même pas défrayés de leur voyage, ou alors c'est qu'une fois qu'ils restent pas et qu'ils reviennent, ils leur disent mais attends, nous on t'a fait payer. Et ça en France. Exactement. Exactement, les agences françaises et les agences dans le monde entier endettent systématiquement des mannequins et nous avons travaillé sur beaucoup de cas avec Maître Albou justement pour sortir les mannequins en quelque sorte de leur dette, parce que ce que l'agence fait, c'est qu'elle fait miroiter quelque chose. Elle dit, t'inquiète pas, on va tout défrayer, on va tout payer, toi juste travaille, sois belle, sois jolie, viens. Ensuite, on découvre que le mannequin ne va pas être payé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, alors qu'il travaille, alors qu'il apporte de l'argent et du capital symbolique, notamment pour l'agence. Son visage peut apparaître dans les magazines, etc. Ça, c'est encore un autre sujet, parce que le travail pour les magazines, c'est pas payé. On a essayé de contacter les syndicats de presse pour avoir un commentaire sur cet aspect de travail, mais ça, c'était inutile. Justement... Quand le mannequin il découvre qu'il existe une dette, il se trouve coincé, en quelque sorte. Je vous coupe parce que oui. Sous quel fondement ils endettent les gens? C'est-à-dire que
Comment ils font parce que ces personnes n'ont pas de contrat de travail, et quand on a un contrat de travail dans notre pays, enfin, on est quand même sorti de quelques époques médiévales non, mais c'est un vrai sujet que vous êtes en train de lever là. C'est que dans notre pays, on travaille et on touche un salaire, et on le touche tout de suite, on ne le touche pas en différé. Et donc j'aimerais savoir sur quel fondement ces agences fonctionnent pour ne pas payer les gens tout de suite. Le fondement juridique, à mon sens, n'existe pas, puisqu'effectivement, en droit français, en fait, on devrait systématiquement se référer au droit commun. Donc, le droit commun, c'est que tout travail mérite salaire, et que s'il y a des frais qui sont engagés par l'employeur, sous certaines conditions extrêmement strictes, il peut y avoir des retenues sur salaire, mais limitées à 10%, et alors, c'est des conditions extrêmement strictes. Et là, on est en dehors de tout cadre, et par exemple, un des dossiers qu'on a eu à connaître, c'est un mannequin qui a été envoyé à l'étranger, donc aux États-Unis pour travailler, qui est revenu, et en fait, on lui a expliqué qu'il était endetté du montant de son logement sur place, de ses billets d'avion, et qu'en fait, il n'a touché absolument aucune rémunération correspondant à son travail, mais qu'au contraire, c'est un document qui existe dans, à mon sens, beaucoup d'agences. C'est quoi le nom de ce document déjà qui détaille tous les frais qui ont été engagés par l'agence et qui vont être déduits en fait du salaire du mannequin. Le statement. Ça s'appelle le statement. Et excusez-moi, mais je le dis publiquement, ça s'appelle de l'esclavage. Et donc nous allons. C'est de l'esclavage moderne. Je pense qu'en accord avec la présidente, nous auditionnerons un certain nombre de ces agences et vous nous donnerez leur nom. Voilà. Pas de souci. Merci. Maître. Oui, je vais ajouter un propos pour compléter ce qui vient d'être dit. Spécifiquement sur les mannequins, c'est interdit. C'est-à-dire que la loi spécifie qu'on ne peut pas demander, par exemple, le remboursement des frais qui sont avancés pour le mannequin. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et je vais vous parler d'un cas très concret, qui est très similaire à celui qui a été évoqué, c'est une mannequin qu'on a fait venir d'Afrique, à qui on a fait signer un contrat de travail, qui a été pendant 2 ans, plus de 2 ans et demi, un des top modèles phares de l'agence, qui a fait beaucoup d'argent, qui était logé, nourri, blanchi, comme le font souvent les agences de mannequins, et qui n'a rien touché, rien, pas un centime. Et au bout de 2 ans, on lui a dit merci, t'es très gentil, tu as bien travaillé pour nous, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Mais chez toi, c'est tu libères l'appartement que tu occupes. Alors, ça place la personne immédiatement dans une situation de précarité. Elle a eu le courage, parce que c'est ça aussi, elle a eu le courage d'aller voir un avocat, de saisir la justice et d'aller jusqu'à la cour d'appel. C'est-à-dire qu'elle a traîné un litige pendant 5 ans. La cour d'appel a condamné l'agence à payer les 2 ans de salaire qui avaient été retenus inutilement. Et la vraie difficulté, c'est trouver une personne qui va avoir le courage d'y aller, qui va se dire « je ne vais pas être grillé dans le milieu », ou qui n'a plus intérêt à être dans le milieu, qui se dit « de toute façon, ma carrière est derrière moi, on me doit de l'argent, je ne suis pas un esclave, vous l'avez dit, et il est absolument hors de question que je laisse cette situation faire, et j'y vais. La loi existe, les tribunaux sont là, mais la grande lacune, et c'est vrai aussi pour le volet pénal, c'est que les gens n'y vont pas. Ça, c'est une tension, un ressort, je sais pas comment, enfin de tout le champ de notre commission d'enquête, c'est que, et on l'a vu sur beaucoup de témoignages, les gens ne veulent pas témoigner. Il y a parfois des raisons autres, mais il y a souvent la raison économique de se dire si je dis quoi que ce soit, je ne travaille plus. Donc dans le monde du mannequinat, c'est également le même sujet, j'imagine. Bon, je suis un peu perturbé parce que dans la saison 1 de cette commission d'enquête, avant la dissolution, on avait vu les agences, on avait vu le monde de la mode, et j'étais sorti presque convaincu qu'ils étaient même presque peut-être en avance sur comment dire, sur le cinéma et sur le théâtre et sur la musique. Donc j'avoue là
peut-être une naïveté ou en tout cas une grosse désillusion. Donc on arrive peut-être à la fin de nos auditions, mais on reprendra le temps d'auditionner un certain nombre d'agences par rapport à ces faits. Monsieur Chabert, je voulais revenir vers vous parce que vous nous avez dit et ça reviendra aussi vers Monsieur Sénez peut-être, que ces pratiques-là que l'on voit existent aussi dans le monde du théâtre, du cinéma. C'est vrai qu'on a eu un témoin qui nous a parlé, je reviens sur cette idée des castings sauvages ou des castings qui amenaient à l'abus. Parce que là, le vôtre de Monsieur Sénez, c'est pas un casting sauvage. Visiblement, c'est quelqu'un qui avait pignon sur rue. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la situation un peu extrêmement délicate de la personne qui arrive, n'a pas tous les codes, ou les a mais n'imagine pas, et est en position d'extrême vulnérabilité? Pour moi, je pense que tout ça, ça fait partie d'un mode opératoire bien précis, avec et ça fait des années que ça dure, et encore aujourd'hui, personne ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent tout puissants. Ils sont sûrement aidés par des gens haut placés pour que tout ça ne se sache jamais. Je pense qu'il y a un noir là-dessus, et la loi ne leur fait pas peur. Je pense que, comme j'ai déjà dit, ce sont des prédateurs. Et j'étais une de leurs proies. Et ça m'accompagne encore presque 10 ans maintenant. Ça m'accompagne encore tous les jours et j'y pense tout le temps. Donc vous avez porté plainte, et donc là, il y a une instruction en cours. J'ai porté plainte 5 ans juste avant que le délai de prescription soit passé. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie que tout ça soit juste quelque chose qui se soit passé dans ma tête. Et même si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour tous les autres à qui c'est arrivé, qui n'ont pas eu l'audace et le courage d'aller jusqu'à le dépôt de plainte. Merci, parce qu'effectivement, c'est du courage qu'il faut dans ces situations. Et tout ça, c'est aussi parce que James Chabert, derrière moi, a enquêté depuis des années sur cet individu qui, je pense, ne représente, j'espère, pas l'ensemble de son métier, mais de ce que je connais et de ce que James m'a appris, c'est quelqu'un qui côtoie les plus grands de ce métier, les plus grands agents notamment. Et pour ceux qui viennent pas de Paris, comme moi à l'époque, j'étais vraiment, je connaissais rien à part la Tour Eiffel et l'Élysée. Il faut aller au bout des choses, il faut aller, et si on m'entend aujourd'hui, j'espère que ceux à qui c'est arrivé auront le courage d'aller jusqu'à un commissaire de police et déposer plainte et parler, parce que parler ça fait du bien et c'est important. Monsieur Chabert, visiblement vous avez suivi ce dossier, vous avez accompagné Monsieur Sénez. Est-ce que vous pensez que dans le milieu, les agissements de cette personne sont connus, et si elles le sont, pourquoi plus de gens ne dénoncent pas? Alors, cet individu que je ne nommerai pas, parce que j'ai fait la promesse par écrit, j'ignore d'ailleurs si vous avez bien reçu toute la documentation en amont de cette audition. Je pense que ces personnes s'appellent Pierre, Paul ou Jacques. De toute façon, certains changent de nom. Donc le mode opératoire, chez nous, il est très important. Pour ce cas-ci, donc il n'y a pas pour l'instant de mise en examen. Cet individu fait cela depuis une bonne quinzaine d'années. Et c'est vrai je n'ai pas voulu, et je ne veux surtout pas céder à cette idée de complotisme ou de mafia dans les métiers du spectacle, mais force est de constater qu'ils se connaissent tous, comme nous nous connaissons quasiment tous aussi, et se passe donc, j'en parlais entre nous, les poulains. Valentin était un poulain. Et Valentin est un parmi d'autres que nous aidons, que nous accompagnons, et nous revenons vers eux pour savoir comment ça va. Et je m'en fais beaucoup
pour d'autres jeunes et des moins jeunes. Pour Valentin, je pense que ce dossier sera pris en considération puisque, vous le voyez bien, la société bouge, change, mais il y a une multiplication, et j'insiste sur ça puisque nous sommes réunis pour cela. Trouver des solutions, trouver des nouvelles dispositions, de nouvelles lois. Mais je tiens à le dire dès maintenant, on va être confronté à un problème à la fin. Alors vous me direz que ce n'est pas mon problème. Enfin si, c'est quand même mon problème. La justice des hommes, la justice française, reçoit énormément de dépôts de plaintes, comme celle de Valentin, reçoit nos plaintes, reçoit nos signalements. Pourquoi faire à la fin? J'ai des dossiers, j'en ai précisément, il y en a un que j'aimerais expliquer, mais ne vous en faites pas, je n'irai pas pour instruire ou expliquer les procès en long et en large, on n'a pas le temps pour cela. J'ai 26 autres dossiers épouvantables. Alors vous me dites, est-ce qu'il y en a peut-être d'autres, des agents comme ça? Oui, il y en a beaucoup d'autres, qui sont connus, et d'autres, je continue à le dire, d'autres beaucoup moins connus, et pas du tout du système, et qui se font passer pour des agents. Alors nous, on est en open source, si je peux dire, sur les réseaux sociaux. Vous me direz, oh là là, les réseaux sociaux, attention. Mais que reste-t-il pour les plaignantes et les plaignants? Alors moi, dans mon prisme à moi, ce sont des victimes. J'entends des gens qui ne vont pas bien. Alors quand je fais mes investigations, je ne suis pas policier de métier, je fais mes investigations, je cherche l'information. Et dès que je suis sûr, je donne l'information sur les réseaux sociaux. Ces gens connus, comme celui-ci, de Valentin, ont pignon sur eux et d'autres pas. Dès que je suis sûr, je donne l'information sur les réseaux sociaux. Et prennent celles et ceux qui veulent bien prendre l'information, et les débutants, mais aussi les moins débutants, qui pensent être au-dessus de tout, qui connaissent les métiers, le métier de mannequin, tous les métiers, chanteuse, comédien, et ces gens qui sont parfois aussi en retour de fortune, eh bien, peuvent croire aux fables d'un recruteur, d'un agent qui leur vante beaucoup de choses, une nouvelle carrière. Et c'est là où ils sont, quand ils sont affaiblis, c'est là, en fait, que l'individu fonce dans le problème. Alors moi, je demande, puisque c'est une audition qui est filmée et diffusée, que les individus se renseignent avant tout déplacement, avant casting. J'ai par jour 10 personnes qui me posent la question de savoir s'ils peuvent partir en casting. 9 fois sur 10, tout se passera bien. C'est nos chiffres à nous, vous ne pouvez pas les chercher sur l'INSEE, ils n'y sont pas. 9 fois sur 10, tout se passera bien. Il suffit d'une seule fois pour tomber très bas. Alors tout n'est pas agression sexuelle et viol. Nous avons dénoncé des violeurs, comme cette histoire je suis obligé d'en parler, parce que j'étais dans le dossier. Le fameux violeur de Tinder. Bon, j'ai vu la juge d'instruction. On peut se poser des questions de savoir si d'ailleurs les juges d'instruction ont toute leur tête, s'ils ne sont pas en burn-out. Il faudrait poser aussi la question auprès de ces gens qui acceptent ou qui n'acceptent pas nos signalements ou nos plaintes. Pour le violeur de Tinder, ça a été, excusez-moi du terme, un massacre. Entre la première plainte, et là, je rejoins d'ailleurs le métier de mannequin. On l'appelle comme ça, mais ça a été baptisé par les journalistes. Mais au départ, c'est bien un photographe de mode. Pas un usurpateur, c'est un photographe de mode qui, pardonnez-moi du vocable, mais qui touchait bien, on va dire, la photo, qui était conseillé par des agences de mannequins. Et ils envoyaient les mannequins chez lui à faire les photos. Ça a duré 18 mois, le massacre. Entre la première plainte de cette jeune femme américaine que j'ai retrouvée, que la justice française ne retrouvait pas. Il s'est fait pincer en bas de chez lui, cet individu, au bout de 18 mois. Pas 18 jours ou 18 semaines. Que s'est-il passé? Alors moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et là, on doit changer le logiciel au sein de la justice française. Parce que si les artistes, enfin, on va dire, nos problèmes de dossiers artistiques peuvent changer la société, j'en serais très heureux. Je pense que les dossiers doivent, en fait, notifier sur les computers des policiers de France. Moi, je pensais naïvement que ça pouvait se faire comme ça.
Mais pas du tout. C'est deux policiers qui se sont rencontrés à la machine à café, qui ont parlé du dossier de l'individu. Ah tiens, ça me dit quelque chose. Et ils se sont dit, mais c'est le même homme. Il y a eu plus d'une quinzaine de mannequins ou je dirais, des femmes moins mannequins, on va dire, qui faisaient des photos chez lui. Ils se sont retrouvés drogués, à se retrouver le lendemain matin dans le lit de l'individu, parfois photographié et filmé. Quand j'ai appris ça à l'époque, donc en novembre 2016, un mois après qu'il soit incarcéré, quand j'ai su ça, j'ai été un peu hors de moi. La justice française n'était pas là. Alors j'ai fait un Facebook Live. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai reçu les témoignages d'autres mannequins, de d'autres femmes aussi, qui n'étaient pas mannequins, qui m'ont dit, oui, je suis passé par là. Mais en même temps, vous avez une quinzaine de photographes de métier qui me tombent dessus pour défendre quoi? Non pas les violer, mais pour défendre le métier de photographe. Savez-vous qu'il y a 5 structures qui défendent les intérêts des photographes en France? Il n'y en a pas un seul qui s'est constitué partie civile sur ce dossier du violeur de Tinder. Pas un seul. Où sont-ils? Alors, en attendant, on a gagné ce procès. Alors, sur ce dossier, nous ne sommes pas constitués partie civile. Il a fait appel. Donc, on va se revoir là maintenant en cour d'assises, puisque ça s'est passé devant la chambre départementale criminelle, donc au mois de mars l'année dernière. Et il avait en fait, alors excusez-moi, je finis sur ce dossier, puisque c'est un peu long, mais je me dis, la justice française va recevoir, grâce à ces nouvelles dispositions, peut-être de plus nombreuses plaintes. Nous, on en a 26 affaires avec des plaintes en multiplicité, par dizaines et par dizaines de victimes. Mais mon Dieu, comment ils vont pouvoir traiter à la fin? Comment? Alors, j'ai préparé un système de solution à tout ça, parce que on est tous d'accord, oui, il y a des interstices dans la justice, il y a un manque de moyens. Mais j'ai bien peur qu'avec cette grande dette qui nous accable, comment va-t-on faire? Alors, excusez-moi, le temps nous est compté. J'essaie d'être le plus pragmatique possible. Comment peut-on traiter tous ces problèmes-là à la tonne? Moi, tout ce que j'entends, oui, ça a été bien dit. Mais la masse, il faut bien commencer le métier un jour ou l'autre. On a tous dans le prolongement de la main, enfin du bras, un portable. Il faut saisir l'information de savoir si on doit partir en casting ou pas. Dès le départ, il faut contrôler. Et comme vous le savez, il n'y a pas, rien n'encourage un premier crime impuni. On laisse faire. On laisse faire. Et puis, l'escroquerie devient agression sexuelle et viol. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut passer par l'économie pragmatique. Aujourd'hui, il y a des plateformes où vous avez la possibilité de déposer un signalement. Dernièrement, c'est Cyber 17 ou Disser Cyber. Très bien. Pharos, très bien. Il nous faut une brigade spécialisée dans les métiers du spectacle qui connaissent la conjugaison et la grammaire de tout cela. Parce que là, on parle de spécificité, métier de mannequin, avec tout ce qui va avec. Je vois très souvent la police qui me pose des questions. Eux, ils passent de l'escroquerie en boucherie, et là, dans un seul coup, sur des métiers particuliers. Alors, moi, je pense qu'il faut saisir les informations, nous toutes et tous les syndicats, associations. Moi, j'ai posé la question, il y a 8 ans, par une lettre ouverte, auprès de syndicats, de fédérations, de métiers, de mettre tous les dossiers. Nous avons beaucoup de dossiers. Ils ont aussi d'autres dossiers. Et pourquoi on ne pourrait pas, justement, mettre en adéquation tous ces dossiers avec nos méthodes de travail? Chacun, nous, de notre côté, c'est un peu, on va dire, allez, un peu viril, parce qu'effectivement, on dénonce. Chez nous, à la limite, on fait ce qu'on veut, pas ici. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux avec des noms balancés par-ci et par-là. Mais
cette idée de pouvoir défendre la cause ensemble. Parce que quand la loi va sortir, quand les dispositions vont sortir, on sera toujours au même point. Chacun veut avoir raison dans son couloir, mais seul. Comment peut-on continuer le combat, mais seul dans son couloir? Je vous ai envoyé ce courrier, qui me semble-t-il est aimable. Nous, on ne va pas dire, nous, on sait tout faire. Je vous ai parlé de tous les métiers du spectacle de notre côté. Mais la montagne est énorme, est incroyable. Et aujourd'hui, même avec toute cette libération de la parole depuis le MeToo français, alors je pense que c'est le Balance ton port qui est arrivé en France fin 2017, j'avais contacté Madame Sandra Muller pour cela. C'est une avalanche de plaintes qui ne sont pas prises en considération. À quoi ça sert à un moment donné? Et c'est dit d'ailleurs. J'hésite à déposer plainte parce que de toute façon, ça ne sera pas traité. Mais je le prouve aussi de mon côté. C'est comme si ça nous amusait. J'ai entendu des camarades me précéder ici. Mais je confirme. Comme si ça nous amusait de faire du signalement à l'article 40. Nous, on prend les risques. Moi-même, j'ai des menaces de mort. Je ne suis pas venu pour me plaindre auprès de vous. Je vous fais un retour d'expérience. Comment se fait-il que le parquet de Bordeaux, parquet de Paris, parquet de Montauban, parquet de Montpellier, où je dépose plainte avec force de renseignement, ne prennent pas les plaintes pour menace de mort? On cherche mon adresse personnelle. Et là, il y en a qui sont prêts à payer. Je le prouve. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle aussi de la protection de ceux qui montent au créneau. Nous sommes toutes et tous des militantes et des militants, mais surtout avant tout des citoyens. Quand on a une information de quelqu'un qui agresse et qui viole, nous avons l'obligation de faire le signalement. Parce que moi, derrière, si je ne fais rien, on dira, mais Chabert, il savait, puis il n'a rien fait. Alors, j'avoue une faute, moi, de mon côté. Tous, enfin, une partie n'est pas au courant, quand je fais un signalement, qu'ils sont dans le signalement. Je donne l'information auprès du procureur de la République, notamment de mots, par exemple. Alors, ce que je vais vous dire, monsieur, c'est très grave. Ça se passe à Meaux, mais ce n'est pas un dossier singulier. Hein. Vous me direz toujours, mais ce genre de dossier, c'est particulier. Moi, j'essaie de comprendre où ça ne va pas, comprendre le mécanisme. Alors, ça fait 10 ans que l'individu recrute, notamment du côté des mannequins, de jeunes mannequins, du côté des comédiens. Lui, sa matière première, c'est le jeune homme. Il reçoit chez lui donc les jeunes hommes. Et ça se retrouve avec un viol. Ça dure depuis 10 ans. Il y a un dépôt de plainte fait par un jeune homme. C'est récent. Tout ce que je vous dis là, c'est récent. C'est pas il y a 30 ans, c'est maintenant. Je fais aussi un signalement parce que le dossier commence vraiment à devenir mûr. J'ai suffisamment de personnes qui me disent la même chose, le même mode opératoire. Et écoutez bien, j'envoie le signalement. En avril 2024, vous me direz, ça fait que 9 mois. Enfin, on parle quand même de viol. L'individu est mis au courant. Je suis appelé par mon commissaire de police, ils me connaissent très bien par chez moi. Et je suis sommé de m'expliquer sur la diffamation, parce qu'il vient d'apprendre que je viens de faire un signalement. Et pendant ce temps... Comment il reçoit si vite l'information? C'est une première question, parce que moi j'ai des gens avocats qui me disent le problème parfois c'est que la personne mise en cause n'a pas l'information tant que l'instruction, il y a parfois des très très délais. Donc ça serait une première question, comment lui il a l'information. Et juste parce que je vois l'heure qui tourne, mais c'est pas que enfin voilà, c'est qu'il faut qu'on tienne un temps. Juste sur ce que vous avez dit, il y a effectivement la question de la justice. La justice, elle a beaucoup voilà, on est aujourd'hui au bord de l'embolie de la justice, même si des moyens supplémentaires ont été mis massivement depuis 5 ans. Il y a la justice, mais nous, la commission d'enquête, elle n'est pas que sur des éléments j'ai envie de dire,
code pénal, de protection. Nous l'enjeu, c'est aussi l'enjeu de la prévention et de faire en sorte que ça n'arrive pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de victimes. Et donc, il faut qu'on avance d'abord sur ce sujet-là, mais il faut qu'on traite les autres sujets. Donc, bon, sur le cas que si vous voulez juste conclure, parce que vous nous avez transmis les éléments, on les a. Voilà, et juste une question. Vous, le statut de Casting Info Service, vous êtes parce que si je comprends bien, vous faites des signalements ou des articles 40. Et donc, quel est, dans le cadre de l'article 40, qu'est-ce qui vous permet de faire des articles 40, justement? Quel est le... Alors, c'est une association qui, maintenant, a quand même des procès, on va dire, emmagasinés, avec 200 adhérents. Donc, je fais ce signalement auprès de la justice. C'est un signalement. C'est pas un article signalement, 40. effectivement. Signalement, ok. Non, mais parce que j'étais en train de me dire que vous aviez peut-être le statut de syndicat, d'autorité constituée particulière qui permettait de faire des syndicats, des signalements, mais voilà, ok. Michael voudrait prendre la parole. Oui, sur allez-y. Et excusez-moi d'être un peu le maître du temps, mais voilà. Je crois que votre commission est surtout friande d'éventuelles solutions pour essayer d'avancer, de faire de la prévention. Comme je vous le disais tout à l'heure, on pourra accumuler les textes dès lors qu'on n'a pas d'autorité de contrôle ou pas suffisamment de moyens de contrôle. On n'apportera pas grand-chose, ou en tout cas on ne permettra pas d'élever l'édifice. Il est déjà, à mon avis, suffisamment élaboré pour pouvoir déjà dire qu'on a une législation sur les mannequins qui tient bien la route. Après, on se place dans un ensemble. On a beaucoup parlé de la justice. La justice, elle rencontre des difficultés. Elle est effectivement débordée par des plaintes de toute nature. Et aujourd'hui, quand vous avez affaire à une difficulté, et c'est valable aussi en droit du travail, quand vous saisissez la justice, les délais ne sont pas les délais habituels. Ce ne sont pas les délais auxquels vous êtes habitués tous les jours. Et c'est vrai que c'est une première difficulté auxquelles les parties vont être confrontées. C'est souvent décourageant, surtout dans nos affaires à nous qui nous occupent, parce que c'est des affaires où le volet psychologique est très important. On a affaire à des personnes qui sont fragilisées, qui seront fragilisées que ce soit dans le travail, mais également dans leur personne, parce qu'elles ont été confrontées à une situation qui est une situation compliquée. Il y a des solutions simples, par exemple. Vous voyez, en nous écoutant, je pensais à un exemple qui va peut-être vous faire au départ sourire, mais les agences immobilières, par exemple, elles mettent en ligne tous les biens qu'elles ont à vendre. Il y en a même qui mettent ça en réseau. Au moins, on sait que c'est quelque chose qui tient la route, qui est officiel. Pourquoi on ne fait pas ça sur les castings? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un organisme, qui est un organisme, entre guillemets, officiel, ou au moins contrôlé d'une certaine façon, qui obligerait les gens qui font des castings à s'inscrire, en disant voilà, on sait que tel ou tel casting existe, que c'est un vrai casting, qu'il est accessible, et que la rémunération qui est prévue, c'est celle-là. Vous voyez, la technologie d'aujourd'hui permet, par exemple, une solution qui serait une solution simple. Après, si on veut aller plus loin dans les moyens, ça nécessitera peut-être d'autres interventions, mais quand le législateur veut, il peut. On a mis en place, par exemple, un parquet national financier qui centralise toutes les affaires dont on considère qu'elles ont un lien avec, les infractions commises en col blanc. On pourrait, par exemple, avoir une direction spécialisée au sein d'un parquet, peut-être, pour les centraliser, sachant qu'on a quand même beaucoup d'affaires qui sont sur Paris. On pourrait avoir, par exemple, une autorité rattachée au parquet, un procureur spécialisé qui pourrait s'occuper de ce type de difficultés. On pourrait aussi, mais c'est presque déjà existant, avoir la même chose en droit du travail. On a déjà des juridictions qui sont régulièrement saisies. Quand on a un problème de mannequinat, on se retrouve dans un premier temps devant la section activités diverses du Conseil des prud'hommes, et puis après on va dans les chambres sociales de la Cour d'appel. La spécialisation vient du fait que ces juridictions-là sont saisies, mais il faut qu'elles soient saisies. Et c'est plus un travail, à mon sens, psychologique qui est nécessaire pour dire aux gens, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de risque. La justice est là pour vous. Il y a des moyens, utilisez-les. On peut effectivement les compléter.
Il y a des solutions qui peuvent s'offrir à nous, qui ne sont pas forcément des solutions coûteuses. Comme je vous le dis, la centralisation des castings, ça ne coûte rien, c'est un programme informatique. Tout le monde sait ce qui est fait. Tout le monde peut se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme casting, je vais y aller. C'est sécurisant à mon sens, et ça permet peut-être d'élaguer un certain nombre d'escrocs qui se disent agents de casting, agents recruteurs, et qui vont s'engouffrer dans ce qui aujourd'hui n'existe pas. Parce que ce préalable au travail, ce préalable à l'accès au métier du spectacle, lui est effectivement dans un flou. Et c'est ce flou qui souvent permet la commission d'infractions de toute nature. Merci. Peut-être juste conclure, Maître Alboud, et rapidement si vous voulez aussi, Madame, mais il faut qu'on conclue après. Alors, si vous le permettez, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure et sur le flou juridique, alors mon confrère dit qu'effectivement l'outil du contrat de travail permet une certaine sécurisation, un certain encadrement. Le problème, c'est que le droit du travail n'est pas du tout appliqué aux mannequins. Et ce statut dérogatoire, ce que j'expliquais tout à l'heure, me semble tout à fait inadapté, puisqu'il relève, à mon sens, plutôt d'une vision assez paternaliste de la relation entre le mannequin et l'agence, en plaçant nécessairement le cadre du contrat de travail hors cadre plus égalitaire de l'indépendant. Le problème, c'est que, je ne vais pas vous faire un cours de droit parce qu'on n'a pas le temps, mais par exemple, il n'y a pas de quel type de contrat utiliser quand on fait travailler un mannequin. En réalité, à mon sens, il n'y a pas de réponse, puisque ce sont souvent des prestations qui sont courtes, donc on pourrait avoir tendance à se dire que c'est un CDD. Or, le CDD est très très encadré et réservé à certains cas précis, c'est le droit commun. Le recours au mannequin ne relève d'aucun de ces cas précis. Et nous ne sommes pas dans une matière où le CDD d'usage est autorisé. Je suis désolée, c'est un peu technique, mais en réalité, c'est-à-dire que la prestation de mannequin ne rentre dans aucun des cadres légaux qui sont possibles. Et donc, on se retrouve dans des situations qui sont des situations illicites, qui sont border entre plusieurs statuts. Et je pense que c'est déjà cette première difficulté qui en génère beaucoup d'autres. Et je pense qu'en réalité, le statut législatif tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Je rejoins ce que vient de dire Maître Alboud, surtout que si on prend en compte ce qui a été mis en place en 2012 avec les prestataires de services européens, donc les mannequins, les seules exceptions qui existent au statut de mannequin salarié, c'est justement un mannequin qui vient de l'Union européenne ou EEE et qui a le statut de prestataire de service qui lui permet donc, en principe, d'exercer ce métier en France de façon ponctuelle en tant qu'indépendant. Or, encore une fois, retour dans la réalité, beaucoup d'agences vont refuser à ce mannequin, quand il fait la demande d'exercer en tant qu'indépendant, ils vont lui dire « Non, ça ne nous arrange pas, tu vas travailler sous statut salarié ». Ce qui lui empêche donc de capitaliser de certaines façons, de, par exemple, rescrire les frais, ce genre de choses. Et ce qui est illicite en soi. Et surtout, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que je pense que si on reste dans le contexte vraiment de mannequinat qui est en principe encadré donc, par l'agence de mannequins, la solution qui devrait réellement occuper peut-être cette commission législateur, c'est de limiter drastiquement l'accès à ce métier à l'âge de 18 ans. Et surtout que ça a été déjà proposé par la soft law, par le droit souple, donc les chartes qui existent, seulement ils ne sont pas suivis des faits ou ils sont très peu suivis, très peu observés, mais c'est déjà en train de changer les usages dans le métier. Et ça s'observe parce qu'on voit, par exemple, les agences de mannequins qui sont situées à l'étranger envoient de moins en moins de personnes mineures, alors que je me rappelle, encore quand moi je commençais ce métier en 2014, il y avait plein de filles mineures, de 14 ans, 15 ans, donc sous l'âge de 16 ans. Mais réellement, le recours aux mannequins de 18 ans, je pense que ça serait un premier pas vers un changement de paradigme. Merci beaucoup. Nous, on va continuer nos travaux encore quelques semaines. Le rapport le rapport de cette commission arrivera début avril.
D'ici là, on sera peut-être amené à vous réinterroger ou vous réauditionner, peut-être pas, mais en tout cas vous demander des compléments d'information. Et si vous en avez, n'hésitez pas. J'avoue avoir été un peu surpris par un certain nombre de pratiques que vous nous avez décrites cet après-midi, et je pense qu'on fera des compléments d'enquête sur ces sujets-là. Et je vous remercie sincèrement pour tous vos témoignages. Merci.